Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je voudrais juste faire un petit complément par rapport à la vidéo que j'ai mise en ligne hier, là, sur les inégalités, les réactions des très très riches par rapport à ça, et par rapport à la crise, etc. Et donc, je voudrais vous démontrer qu'il y a des conséquences quand même au fait que les inégalités augmentent. Bon, on est dans un système où, à cause du système de création monétaire, qui se fait par l'endettement de toute la population, des États, des entreprises, et évidemment des particuliers, des ménages, évidemment, les gens qui ont besoin d'emprunter, qui sont à découvert par exemple, c'est eux qui payent les intérêts, et les gens qui ont des économies, qui gagnent beaucoup d'argent, c'est eux qui touchent les intérêts. Donc il y a une distribution permanente de monnaie, c'est-à-dire de travail, des plus pauvres vers les plus riches. Bon. Donc on sait que mécaniquement, un système comme ça ne peut que augmenter les inégalités. C'est ce qu'on constate maintenant dans la société qu'on a. Ça fait voilà des dizaines d'années que ce système est en place et donc ça commence à se voir que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Alors quelles conséquences ça a ? Il y a plein de conséquences dramatiques. Évidemment, il y a des conséquences morales, la détresse, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que quand on est pauvre et qu'on s'appauvrit encore plus du fait qu'on est pauvre, évidemment, on est obligé pour conserver un minimum de niveau de vie, pour continuer à acheter à manger, pour continuer à payer son loyer, ou si on a de la chance à acheter un petit appartement et à prendre un crédit, eh bien, on est condamné à s'endetter encore plus pour garder le même niveau de vie. Pourquoi ? Parce que du côté des très très riches, il y a de l'argent qui rentre. Et cet argent qui rentre là, vous allez voir qu'on ne peut pas le dépenser au rythme où il arrive. Donc il faut l'investir. Et un des meilleurs investissements, c'est la bourse, évidemment. C'est pour ça que la bourse continue à monter malgré que ce soit la crise. Et bien sûr, le deuxième investissement privilégié, c'est l'immobilier. Donc évidemment, tant que il y a de l'argent qui arrive dans le haut de la population, eh bien l'immobilier continue à monter malgré la crise, ou il ne descend pas malgré la crise, alors qu'il pourrait descendre pour favoriser les plus pauvres. Ben non, parce que l'argent gagné par le top de la population continue à s'investir dans les appartements, dans l'immobilier. Donc du coup, l'immobilier il continue à augmenter, mais de l'autre côté, les gars, faut bien qu'ils continuent à payer leur loyer, faut bien qu'ils continuent à essayer d'acheter quelque chose. Donc du coup, comme les prix ont monté, c'est eux qui s'endettent encore plus. Donc ça augmente encore les inégalités, forcément. C'est un effet procyclique, un cercle vicieux, quoi. Le fait que les prix montent dans l'immobilier et qu'il faut s'endetter, ça fait qu'on s'appauvrit encore plus. Alors une deuxième conséquence, c'est le fait que les inégalités qui augmentent, ça crée évidemment de la souffrance psychologique, mais ça crée de la souffrance physique. Vous comprenez bien que quand on n'a pas les moyens d'aller chez le médecin tout le temps, d'aller chez le dentiste dès qu'on a un petit truc, quand on n'a pas les moyens de s'acheter de la bonne nourriture, quand on n'a pas les moyens de bien se chauffer, de bien se vêtir, évidemment, c'est plus facile de tomber malade. C'est plus facile d'avoir des problèmes gastriques ou des problèmes intestinaux. C'est plus facile de s'enrhumer. C'est sûr que le gars qui ne mange que du bio, qui est dans une super baraque, bien chauffée, qui va chez le médecin dès qu'il a un petit truc et qui peut se permettre d'aller dans les meilleures cliniques quand il est malade, c'est sûr qu'il va être moins malade que le gars qui mange des patates de chez Leclerc toute la semaine, évidemment. Alors, ça se traduit, évidemment, par des différentiels de santé, mais ça se traduit aussi par des différentiels, écoutez bien, c'est affreux, d'espérance de vie. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut de politique économique, c'est aux États-Unis, donc c'est peut-être un peu moins violent en Europe, ou peut-être en France, où les systèmes sociaux sont peut-être un peu plus vigoureux, mais n'empêche que les 50% les plus riches de la population, ils ont vu leur espérance de vie augmenter. En 30 ans, l'espérance de vie des 50% du supérieur a augmenté de 6 ans. C'est vachement bien. Mais l'espérance de vie des 50% les plus pauvres de la population, elle a augmenté aussi. D'1 an, 3. D'1 an et un tiers, c'est-à-dire d'1 an et 4 mois. Eh oui. Donc, quand je dis que la crise, c'est pas seulement des gens qui s'appauvrissent et qui perdent leur maison, mais c'est aussi des gens qui meurent.
Et donc, quand on avance l'âge de la retraite et qu'on n'a plus qu'un an d'espérance de vie, au lieu de 6, bah, ça change pas mal les choses quand même. Alors, un troisième point qui augmente quand les inégalités augmentent, c'est l'insécurité. Alors là, une seule statistique par le Bureau national de la recherche économique, 20% de salaire en moins, un salaire qui baisse de 20% statistiquement dans une communauté donnée, c'est 12 à 18% de délinquance en plus. C'est vrai que quand t'es pauvre et que tu vois des riches des très très riches qui s'enrichissent de plus en plus, qui changent de bagnole tous les jours, c'est énervant. C'est énervant. Bon, évidemment, c'est insupportable d'être obligé d'aller voler pour se nourrir ou d'être tellement en colère qu'on va casser quelque chose. Mais bon, c'est sûr que plus une société est étirée dans l'inégalité, plus c'est dur pour ceux qui sont en bas. Et plus c'est dur pour ceux qui sont en haut, parce que il y a pas que des gens insensibles hein, dans les plus riches, évidemment. On voit aussi, c'est pénible aussi de voir des gens qui souffrent, évidemment. Bon. Alors, une autre conséquence, la quatrième conséquence des inégalités, c'est la démocratie. Comment ça marche ? Il y a un effet mécanique. Hein. Quand on est très très riche, on connaît d'autres gens très très riches. Et parmi les très très riches, il y a des chefs d'entreprise, il y a des PDG et il y a les politiciens. Eh oui. Et donc forcément, si on rencontre des très très riches et qu'on rencontre des politiciens, des gens connus, etc., on a de l'influence. Et donc le but du lobbying, quand on a de l'influence et qu'on sait qu'on a la puissance, le pouvoir pour éventuellement influencer la législation, c'est très facile dans un dîner de parler à quelqu'un qui a le pouvoir peut-être de faire évoluer une certaine législation dans une certaine direction. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas si si vous étiez à un dîner avec un gars qui a le pouvoir de faire évoluer une législation, vous lui diriez quelque chose qui va vous arranger vous, et qui va arranger vos amis, votre famille, les gens que vous connaissez. C'est naturel, il n'y a pas de c'est pas maléfique là-dedans. Donc le gars qui a beaucoup d'argent et qui a de l'influence ou qui connaît des gens influents, il va leur dire, tiens, au fait, là, tu vois, là, cet impôt-là, écoute, franchement, il sert à rien, bon... C'est tout. On va essayer de mettre en place des législations qui favorisent là où on a le pouvoir. Et donc forcément, c'est procyclique aussi. Oui, parce que si la législation favorise l'enrichissement, l'enrichissement augmente et donc ça redonne encore plus de pouvoir pour influencer la législation. Encore un cercle vicieux, enfin plutôt un cercle vertueux si on est du bon côté. Alors évidemment, il y a eu des époques. Et finalement, c'était des époques où il y avait moins d'inégalités, où l'échelle des rémunérations, des revenus était moins étirée que maintenant. Il y a eu des époques où on se disait, je suis peut-être ouvrier, je suis peut-être dans une famille d'ouvriers, mais je vais bosser, je vais faire une entreprise, ou je vais aller dans une boîte et je vais commencer ouvrier, contremaître, je vais passer sous-directeur, directeur, j'ai l'espoir de monter dans l'échelle sociale. Ça, c'est fini. Pourquoi ? C'est un effet d'échelle. C'est un effet d'échelle, c'est mécanique. Si vous imaginez une échelle où il y a 5 échelons, vous faites un petit effort, vous êtes à l'échelon d'en bas, c'est pas trop difficile de passer au deuxième échelon, et ainsi de suite. Si vous êtes dans une échelle de pompiers où il y a 150 échelons, et que vous êtes tout en bas, vous allez vous dire, il me faut 3 vies pour arriver en haut. C'est impossible. Et donc là, on est dans une situation où on se dit, mais à quoi bon ? À quoi bon ? Vous avez remarqué, on est souvent dans une civilisation, là, actuellement, où on a des attaques d'aquabons. Les aquabons, c'est une tribu qui vient de temps en temps, quand on est des fois installé dans son canapé et qu'on réfléchit un peu et qu'on a des projets, il y a des fois, franchement, il y a des attaques d'aquabons. Et oui, et donc mettez-vous à la place de quelqu'un qui est tout en bas de l'échelle et qui se dit, mais à quoi bon me fatiguer si je fais un effort de 150% pour avoir un résultat de 10%, je reste devant ma télé, je regarde TF1, ce qui est encore un effet procyclique négatif, évidemment. Et enfin, il y a un effet mécanique qui est analysé par la plupart des économistes, c'est que le fait que les inégalités augmentent,
ça crée de la récession. Ça augmente la crise, ça déclenche et ça augmente les crises. Pourquoi? Tout simplement parce que si je suis 10 000 fois plus riche que toi, je ne vais pas dépenser 10 000 fois plus que toi. Bah non, c'est impossible. C'est ce qu'on disait hier avec le très très riche, là, qui disait, bon, bah, j'achète peut-être 5, 6, 10, 15, 20 pantalons, mais je vais pas en acheter 1000 fois plus que celui qui gagne le salaire médian. C'est jamais de la vie. Donc, résultat, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils investissent dans l'immobilier, ce qui endette encore plus ceux qui n'ont pas les moyens de se loger, et surtout, ils investissent dans la bourse, dans l'immobilier, et ils ne se rendent pas compte que ceux qui achètent leurs propres produits dans leurs propres usines, eh bien eux, ils ont de moins en moins les moyens d'acheter leur production. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que si leur production baisse parce que les pauvres sont de plus en plus pauvres, si vous avez 3 usines et que vous apercevez que la production de vos 3 usines, elle reste en stock, elle ne se vend pas, vous fermez une usine. Et oui, et donc si vous fermez une usine, vous mettez des gars au chômage. Les gars au chômage, ils se retrouvent en bas de l'échelle. Et évidemment, ils vont avoir encore moins les moyens d'acheter ce que vous produisez. Résultat, votre deuxième usine, vous la fermez aussi, ce qui remet encore des gars au chômage. Donc le fait que les inégalités augmentent, écoutez bien, c'est une chaîne causale étonnante, mais c'est vrai. Le fait que les inégalités augmentent, ça fait que les pauvres ne peuvent plus acheter les produits que produisent les usines des riches, et du coup les riches sont obligés bêtement, mathématiquement, de supprimer des emplois, ce qui est encore un effet procyclique. On ne s'en sort pas. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Bon, c'est urgent, il faut qu'on comprenne tout ça, et voilà. Quand on est dans une situation comme ça, et que en haut on se met à comprendre, et que en bas on se met à comprendre, ça serait bien qu'on se rencontre et qu'on se dise, bon voilà, on analyse le truc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Dialoguons, négocions, trouvons une solution. Vous savez, la confrontation des avis, c'est pas « Ah, moi j'ai la solution A, et non, je suis pas d'accord, moi c'est la solution B, il faut que je t'impose ma solution. » Non, c'est pas ça une négociation. C'est qu'on se retrouve et qu'on se dise ensemble, j'ai pensé à une solution C, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait mieux pour toi? Est-ce que tu crois pas que ça serait mieux pour toi aussi? C'est ça la négociation. C'est trouver une solution C qui est meilleure que la solution A de l'un et la solution B de l'autre. C'est tout. C'est comme quand on va au cinéma. Voilà, moi j'ai envie de savoir ce film-là. Oh non, j'aime pas, moi je veux aller voir celui-là. Bon, écoute, personne n'est content. Et s'il y en a un qui a l'idée de dire « attends, regarde, il y a celui-là, là », l'autre, il va dire « Oh la vache, oui, ouais, ok, oui, t'as raison, c'est vachement mieux. » C'est ça, la négociation. Mais il faut avoir du dialogue, et il faut avoir des idées, et il faut avoir de la créativité et de l'innovation. Et pour ça, il nous faut du temps, et il faut se rencontrer. Bon, allez, je termine. Donc, où elle est ma petite machine? Donc, écoutez, à la prochaine fois. Et voilà, je vais essayer d'en faire de plus en plus des mini-shows, parce que là, c'est le moment de se bouger. Ciao, ciao, à la prochaine.